Salut, ici Patrick Lagacé. Chaque matin, avec Fred, Catherine, Marc, Stéphanie et Bénédicte, on vous informe dans la rigueur et la bonne humeur. C'est un rendez-vous dès 5h30. Lagacé le matin au 98.5 Montréal. L'inimitable. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno qui vous renseigne sur ce qu'il faut savoir dans les technos à chaque semaine. Et on ne fait pas exception cette semaine. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Monsieur McKenna, l'été approche. Oh là là. L'été, d'une journée à l'autre, des fois il fait chaud, des fois il fait moins chaud. C'est tellement insupportable. Et ça tombe bien parce que tout de suite je suis énervé d'en parler. Là, je vais parler d'un thermomètre connecté qui va être parfait pour les barbecues qu'on a tous hâte de se faire sur notre terrasse. Oui, monsieur. Avant de partir là-dessus, parce qu'on a beaucoup de choses à dire cette semaine, on va saluer nos partenaires qu'on remercie par ailleurs. TELUS et Plan Hub, bien sûr, que vous connaissez parce qu'ils sont ici, ils sont avec nous depuis longtemps. On vous a parlé de Plan Hub, on vous a parlé de C2 Montréal aussi la semaine dernière. Si vous voulez revoir l'entrevue avec la dame, la présidente de C2 Montréal, c'est une belle conversation sur la place de cette conférence-là à Montréal, mais aussi le rôle que ça joue pour parler un peu d'innovation, de créativité. Puis je trouve ça assez intéressant. Et on accueille un nouveau partenaire. Pascal, tu pourras nous en parler dans un instant, les gens de MS Solutions. Qui sont certainement, qui ont la solution, n'est-ce pas, c'est dans leur nom, à votre problème, si vous en avez un. Je veux dire qu'on avait un gros show parce qu'on va en parler, il y a beaucoup de sujets. On va parler de Spotify, d'auto, de voitures autonomes. D'ailleurs, on va faire un petit crochet du côté du transport automobile. Si vous avez vu ça passer cette semaine, EB Games est de retour au Canada. GameStop est parti. Netflix a du nouveau avec TikTok. Je vous laisse ça comme ça. Il y a des nuances, mais quand même, vous le savez, c'était la fin de Skype. Cette semaine, moi, j'ai essayé, ça fait quelques semaines que j'essaie, mais il y a eu du nouveau. Puis là, je voulais vous en parler. C'est pas une grosse affaire, mais les AirPods Max, je vais enfin vous en parler, là, les nouveaux avec port USB-C. Des choses à savoir. Toi, Pascal, je pense que tu l'as dit tantôt, tu as ton thermomètre. Mon thermomètre connecté, le thermomètre combustion. Écoute, si tu veux savoir la température de mon café, je démarre ici l'appareil. Mon café, en ce moment, est à 55 degrés. C'est drôle, je le voyais à l'envers dans mon moniteur. Ça me disait 22. 22. Il est bien froid, mon café. Le café est à 55 degrés grâce à un petit thermomètre connecté qui n'est pas un thermomètre connecté standard. Il a été fait avec beaucoup d'amour. Et je vais en parler avec enthousiasme, vous allez voir. Yes. Parle-nous de ça. On accueille un nouveau partenaire, MS Solutions, dans notre émission cette semaine. Très content de les avoir avec nous. MS Solutions, c'est une entreprise québécoise, ça c'est important, qui est spécialisée dans les technologies de l'information avec 35 ans d'expérience, certifié ISO 27001. Ils font des solutions de productivité et des formations sur Microsoft Teams, entre autres. mssolutions.ca. Une chose qui est flyée, c'est qu'ils ont une plateforme qui va permettre aux employés d'en apprendre plus sur les cybercriminels et l'hameçonnage, entre autres. La plateforme s'appelle Vigilance. Ça permet de faire des tests d'hameçonnage personnalisés, aléatoires aux employés, leur envoyer des faux courriels d'hameçonnage et ensuite de mesurer qui a cliqué sur quoi, qu'est-ce qui réagit et donner de la rétroaction, donner de la formation. Plus on est vigilant, le nom de la plateforme est bien nommé Vigilance. Et donc, ça permet de créer des faux courriels d'hameçonnage. Il y a des modèles qui peuvent être personnalisés ou créer des hameçonnages de toutes pièces. Ça, c'est assez flyé. C'est la compagnie MS Solutions, mssolutions.ca sur le web. Ça intègre l'intelligence artificielle, évidemment. Il faut qu'il y ait de l'intelligence artificielle là-dedans pour analyser les courriels des employés qui sont suspicieux. Donc, ça va détecter les courriels anormaux qui sont un peu... qui peuvent demander... Qui sont louches. Puis ça, des fois, ça arrive qu'un courriel louche soit un vrai courriel légitime. Mais si t'es pas à l'affût puis t'as pas le réflexe de poser les bonnes questions, tu peux te faire avoir. La compagnie indique que 50% des entreprises, des PME québécoises ont été victimes d'une cyberattaque au cours de la dernière année. C'est pas rien. Des fois, c'est des petites choses. Des fois, c'est plus gros. Il y en a 68% de ces attaques-là qui étaient causées par l'hameçonnage. La compagnie MS Solutions, encore une fois, si vous avez envie, partenaire du podcast, jetez un coup d'œil sur leur site, contactez-les si vous avez. Ils vont vous aider à être vigilants par rapport aux menaces potentielles de l'hameçonnage, entre autres.
MS Solutions avec un S, plusieurs solutions.ca. Plusieurs solutions. Merci Pascal. Nous allons démarrer de ce pas nos espressos de tech en faisant un petit retour en arrière. En fait, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de nouvelles dans la même nouvelle. Le retour d'EB Games Canada, qui est la chaîne en fait de boutiques de jeux vidéo. C'est aussi un site web parce qu'ils vendent quand même une bonne partie de ce qu'ils vendent sur leur site web, donc en ligne. La chaîne, depuis 2021, s'appelait GameStop, comme la compagnie américaine qui était propriétaire de la chaîne, GameStop Holdings aux États-Unis. Si vous vous rappelez, en 2021, il y a eu une petite mode en bourse qu'on appelait les meme stocks, qui étaient des valeurs boursières, des titres boursiers qui ont comme gonflé en valeur parce qu'il y avait un engouement viral basé sur des critères pas toujours très rationnels. Et GameStop était un des titres les plus échangés dans ce contexte-là. Ils ont fait beaucoup d'argent en très peu de temps. Ils ont eu accès à une liquidité qu'ils ont utilisée entre autres pour renommer la chaîne canadienne GameStop. Et là, cette semaine, en fait, ils ont vendu à un entrepreneur de Montréal la chaîne canadienne. 185 boutiques, quand même, c'est pas rien. C'est une transaction assez substantielle. Et la personne qui a acheté ça s'appelle Stéphane Tétrault, est partenaire avec un type qui s'appelle Todd McFarlane dans un fabricant de figurines, d'accessoires et d'articles à collectionner qui s'appelle McFarlane Toys. Et ce sont des gens qui sont très près des producteurs de films, producteurs de jeux vidéo, producteurs de propriété intellectuelle très geek, là, des produits où on va au magasin acheter des jeux vidéo, mais aussi des accessoires auto. Et Todd McFarlane, c'est lui qui a relancé Spider-Man dans les années 90 et c'est lui aussi qui a créé une série. Moi, ça vient me chercher parce que quand j'étais ado, je voyais ça passer sur les ancêtres d'Internet, les BBS à l'époque, la série Spawn, qui est une série c'est un super-héros assez obscur. Je ne vais même pas dire un super-héros, c'est peut-être un personnage plus grand que nature, disons ça comme ça, qui était assez lugubre et sombre. Et c'est une série de comics, donc, qui a eu son heure de gloire, notamment dans les années 90. Et à l'époque, ça s'échangeait beaucoup les dessins en format texte informatique. On appelait ça de l'art ASCII. Et c'était un des éléments. M. McFarlane était pas très populaire sur cette plateforme-là. Et donc, bref, son partenaire dans McFarlane Toys vient de racheter EB Games. Et donc, ce qu'il promet, c'est ce genre dans cet univers-là, des produits associés à ce genre d'univers, d'imaginaire qui est très près du monde des jeux vidéo et tout ça. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va transformer la chaîne au fil du temps. Ils se donnent un an pour relancer la série, pas la série, mais la chaîne EB Games, avec des articles et des bundles de jeux vidéo exclusifs, des choses comme ça. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. Et peut-être y aura-t-il une nouvelle boutique stand-alone sur Sainte-Catherine à Montréal d'EB Games, on ne sait pas. Il deviendrait une espèce de boutique phare. Fait que tout est possible, mais c'est le fun de voir une bonne nouvelle dans le commerce de détail parce que c'est souvent des mauvaises nouvelles dont on parle et celle-là m'apparaît très positive. Donc, à suivre. Oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les points de rencontre physiques pour les amateurs de jeux vidéo. De la même manière qu'avant, on allait se rencontrer au club vidéo pour louer des films. Jaser, on rencontrait d'autres cinéphiles, on avait l'impression de faire partie d'une communauté. Les gamers, c'est une communauté très, très forte. Évidemment, en ligne, ils peuvent se voir autant qu'ils veulent, mais le fait de se rencontrer physiquement dans des boutiques où il y a des événements, des choses, des promotions en personne, je pense que c'est très sain et c'est très, très agréable. Voilà. Parle-nous de Spotify un peu parlant de choses dématérialisées, là. Ben oui, il y a des petites nouveautés qui vont permettre de mettre des chansons en pause. J'utilise beaucoup Spotify avec la playlist et c'est très drôle parce que souvent, on va te proposer les chansons que tu aimes. Peut-être un peu trop. Tu sais, t'aimes la chanson, tu l'écoutes, tu la réécoutes, tu la trouves très le fun, tu l'écoutes 2-3 jours de temps. Mais à un moment donné, tu veux pas arrêter de l'aimer, tu veux pas dire je veux plus l'entendre jamais de ma vie. Mais tu dis, OK, là, j'en ai assez de cette chanson-là. On va pouvoir mettre en pause une chanson pendant une trentaine de jours pour qu'ensuite elle soit réintégrée doucement dans nos listes de lecture. Personnellement, c'est une fonction qui vient vraiment me chercher parce que j'arrivais à saturation des fois, puis là, t'es déchiré entre enlever la chanson, la sauter à chaque fois, ainsi de suite. Et l'autre chose qui va être très importante, Alain, je vais faire un appel à tous. Les nombres d'écoute des podcasts vont bientôt être indiqués dans Spotify. Ah oui? Si vous écoutez, oui, puis je suis un peu déchiré parce que j'utilise l'application Pocket Cast pour les podcasts la plupart du temps. Et là, je me rends compte que j'ai déjà Spotify pour la musique, j'ai l'application Pocket Cast, est-ce que je passerai pas uniquement à Spotify pour l'écoute de ma musique et de mes podcasts? Et là, le visionnement des écoutes va être affiché. Fait que je vous invite comme ça, peu subtilement. J'ai pas d'incitatif, j'ai pas de promotion. On va pas mettre d'images avec des faces ridicules. Faites ça, sinon une tasse de texte, c'est fini. On va pas faire de menaces, mais
ajoutez donc une tasse de tech dans vos favoris dans Spotify, puis de temps en temps... Vous abonner. Ben oui, c'est ça, c'est avantageux, parce que ça tombe direct dans votre liste d'écoute quand on publie l'émission, effectivement. Vous ne nous manquerez plus, et ça va être très, très, très... En tout cas, j'ai hâte de voir les codes d'écoute, parce que comme on n'achète pas d'écoute, on n'achète pas de vues non plus sur YouTube, nos statistiques peuvent sembler basses par rapport à d'autres, qui, je crois, utilisent des techniques un peu subtiles pour augmenter leur écoute. Encore une fois, c'est la pure médisance, mais j'y crois. Ben, je peux dire ceci parce que oui. On reçoit à chaque semaine des messages de gens qui veulent booster notre auditoire de façon technique. Je vais garder ça très neutre. Puis dès que je vois booster, c'est ça, dès que je vois booster ouais. dans un courriel, je me doute que ça a été créé avec ChatGPT. Ils mettent tout le temps booster dans leur phrase, c'est très drôle. Et il faut que je dise, il y a un monsieur qui m'a abordé sur Mont-Royal qui m'a dit « J'aime beaucoup votre podcast, monsieur, une tasse de tech. » Et il s'est pas trompé. J'ai trouvé ça très, très, très le fun. Merci beaucoup de nous écouter. Dites-nous bonjour quand vous nous croisez. Le podcast, habituellement, c'est audio. Les gens qui nous reconnaissent avec le podcast, je trouve ça assez fantastique. Alors, bonjour, monsieur que j'ai croisé dans la rue. Je sortais du gym. Très content de vous avoir. On vous salue. On va parler d'intelligence artificielle, Pascal, pour changer de sujet, mais pas trop, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle partout. Dans tout. Il y a eu, depuis quelques mois, cette conversation autour d'OpenAI qui cherchait à se transformer en une organisation à but lucratif. On voulait devenir une société normale, disons ça comme ça, qui cherchait évidemment à faire des sous, parce qu'on se dit, waouh, on a créé ChatGPT, et clairement, on a un succès commercial potentiel énorme. On imaginait que ça pourrait valoir des centaines de millions et même des milliards de dollars rapidement. Et là, surprise, volte-face cette semaine, Sam Altman, le grand patron, a dit non, finalement, on veut rester un organisme à but non lucratif. OpenAI, c'est en fait une série de choses. C'était déjà à but non lucratif avant. C'était un laboratoire de développement. C'est entre autres pour ça qu'Elon Musk, entre autres, avait investi à l'époque. Il se dit non, vous êtes une entreprise à but non lucratif, vous faites ce que vous faites comme un laboratoire de recherche. Et s'il y a des choses lucratives, nous, les gens autour, on va les prendre et nous, on va faire de l'argent. C'est comme ça que ça va marcher. Évidemment, Sam Altman n'était pas d'accord. Et là, ce qu'il dit, en fait, c'est qu'on va faire deux choses. Il va rester... il va avoir cette espèce de holding au-dessus de tout le reste qui va être OpenAI, qui va être cette entreprise à but non lucratif, qui va gérer la recherche, les produits, les services, ainsi de suite. Puis il y a quand même une entité en dessous de ça qui est une entité à but lucratif actuellement, qui existe déjà. Il dit on va la convertir en une société d'utilité publique. Et ça, c'est un terme vaguement flou, juste assez parce qu'il faut définir ensuite dans la mission de l'entreprise ce que ça veut dire. Donc, quand on dit qu'on veut que ce soit bon pour la société, ça peut vouloir dire un paquet d'affaires. Et on n'est pas nécessairement tous d'accord sur ce que ça peut vouloir dire. Mais on veut quand même créer cette entreprise qui va être convertie donc en une... et je ne sais pas qu'est-ce qui va servir dans quel contexte pour arriver à cette fin-là. Mais ce que ça sous-entend, ce que me disaient des gens qui sont en faveur de ce geste-là, c'est que quand on offre des services comme cette semaine, il a été annoncé que ChatGPT allait devenir votre assistant de magasinage sans passer par Google. Ce qu'on dit, c'est qu'en étant une entreprise à but non lucratif, donc on n'avait pas besoin à tous les 3 mois d'augmenter nos revenus, nos profits nets. On n'aura pas besoin d'insister pour toujours insérer un peu plus de publicité ou d'algorithmes trafiqués pour faire de l'argent derrière ces services-là. Donc, normalement, les produits devraient être de meilleure qualité. Ça, c'est à très court terme. À plus long terme, on dit, si jamais OpenAI arrive à créer cette fameuse intelligence artificielle généraliste, cette AGI, comme on dit en anglais, qui est capable de tout faire et de tout savoir et qui est comme une espèce de révolution tant anticipée, comme on est à but non lucratif, elle sera pas à vocation strictement commerciale. Donc, on pourrait avoir des applications ou des variantes de cette intelligence artificielle-là qui seraient bénéfiques pour l'humanité. C'est assez pompeux comme position, mais que voulez-vous? On en est là avec l'intelligence artificielle. Et je ne sais pas à ce point-ci, parce qu'il y a des poursuites. Il y a des gens qui poursuivaient, qui étaient en litige avec OpenAI parce qu'ils, justement, ne voulaient pas que l'entreprise devienne une entreprise à but lucratif. Donc, ça va faire tomber quelques litiges, bien sûr. On va appeler Elon Musk, savoir si lui aussi il est content de cette annonce. Mais c'est quand même un recul à l'arrière. Bonjour de ma part. Écoute, on sait où il reste. Il y avait un article sur lui dans la presse cette semaine. Il reste quelque part au Texas, dans l'Ouest, je ne sais plus quoi. Là. On sait où il est. On connaît le quartier. Il y a des maisons. On sait où il est. Il y en a plus qu'une. Et on sait parce qu'à un moment donné, il me semble qu'il avait vendu tous ses domiciles terrestres parce qu'il pouvait passer, faire du couchsurfing. Il travaillait tellement qu'il n'avait plus besoin de maison. Sur le sol de son bureau, ouais, je sais pas exactement. C'est ça. Il a au moins une maison et semble-t-il qu'elle est problématique. Elle pose problème parce qu'il y a beaucoup de voitures Tesla qui circulent. Il y a de la sécurité. Il y a plein de trucs. En tout cas. Salut Elon, je veux juste dire Salut.
Moi, je voulais parler des téléphones qui sont bannis dans les écoles. Grosse nouvelle au Québec, ça brasse beaucoup. Ceux qui sont en Europe, je sais pas, je pense qu'il y a des mesures similaires qui nous écoutent d'Europe. Tu vois, je pense à notre rayonnement international. Peut-être des mesures similaires ont été appliquées dans vos pays respectifs. Mais au Québec, on va, dès l'an prochain, arrêter de permettre les téléphones cellulaires à l'école. Et l'Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales, l'AQOPS, tire la sonnette d'alarme. Quand j'ai reçu le communiqué, j'ai fait « Ah ben, gadon, pourquoi il tire la sonnette d'alarme? Il me semble que c'est pas une mauvaise chose qu'on interdise les cellulaires à l'école. » Et ça m'a rappelé un point intéressant. Il dit « C'est pas en bannissant un outil qu'on apprend à s'en servir. » La question, encore une fois, ça m'a fait beaucoup de réactions. Je voulais voir si tu avais une réaction là-dessus. On indique qu'en interdisant les cellulaires à l'école, on choisit de contourner une occasion éducative précieuse, celle d'encadrer les élèves, de discuter avec eux dans un usage réfléchi et responsable de la technologie. C'est tellement un souhait, c'est tellement un vœu, c'est tellement quelque chose qui est valeureux, qui est noble comme objectif. Mais dans la vraie vie, est-ce que c'est le rôle du professeur de superviser 20 quelques élèves, chacun avec leur téléphone, chacun qui peuvent partir où ils veulent? Déjà au niveau cégep, au niveau université, les élèves peuvent partir où ils veulent. Tu as l'impression d'être dans la classe, mais tu regardes des vidéos, tu regardes ce que tu veux, tu chattes avec le monde. C'est ce que j'allais dire. Je pense que il y a personne qui se questionne à savoir est-ce qu'une Xbox a sa place dans une classe à l'école. Les gens ne traînent pas leur console de jeux vidéo. Et la partie du téléphone qui pose problème, c'est tout ce qui n'est pas axé sur le moment présent en enseignement à l'école, en apprentissage. Oui. Et si on n'arrive pas à limiter cet usage-là, le prof a beau dire, hey, 2 heures par jour maximum, les jeunes, ils vont pas nécessairement écouter. En fait, probablement que si le prof le dit, il y a bien des jeunes qui vont faire exactement le contraire, parce que c'est comme ça l'adolescence. Oui. Il y a beaucoup de collèges privés, cela dit, d'écoles privées, qui imposent déjà des limites comme celle-là. Oui. Donc, on fait juste essentiellement embarquer dans ce truc-là. Et je vais vous dire l'affaire la plus plate qu'il faut toujours dire à ce moment-là, c'est qu'à un moment donné, les parents ont aussi un rôle là-dedans. Exactement. Si dès la naissance de votre enfant, vous lui refilez votre téléphone pour qu'il s'occupe dans son berceau pendant que vous faites autre chose, si vous êtes toujours devant votre iPad à la maison, ben les jeunes vont vouloir reproduire le comportement. Donc, c'est pas juste à l'école, c'est un travail collectif d'apprendre à tout le monde sur les appareils, sur les écrans, sur les applications, sur les affaires dans les jeux vidéo qui sont peut-être pas corrects, sur tout le mécanisme derrière tout ça qui nous mène à adopter des mauvais comportements. C'est compliqué, c'est complexe, c'est lourd, mais il faut ce travail d'équipe, je veux dire, entre l'école et la famille et tout le reste. En famille aussi, il faut être en équipe. Les jeunes peuvent rappeler aux adultes, « Hey, lâche ton téléphone, c'est juste pour regarder le résultat du match. » C'est pareil, que ce soit pour voir que si un ami a publié. Souvent, je regarde la musique qui joue, je joue avec Spotify, puis oui, je suis sur mon téléphone au lieu de laisser la musique jouer normalement. Et quelqu'un disait, oui, mais les enfants, avec leur téléphone, peuvent communiquer avec leurs amis, Attends un peu, ils sont dans une cour d'école. Ils ont besoin de chatter avec du monde qui sont ailleurs. Ils peuvent le faire le soir, ils peuvent le faire le matin, ils peuvent garder puis se faire de la véritable socialisation plutôt que de conserver les jeunes dans leur petite bulle devant leur écran. Exact. C'est très triste de voir même des groupes d'amis. Des fois, je vois ça, des voitures qui passent puis personne conduit, 3 personnes en arrière avec leur téléphone à se faire des selfies et là tu te dis ils peuvent pas être ensemble, ils peuvent pas juste jaser. Bon, ça, quand ils arrivent à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils se commandent du McDo fret parce qu'ils n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient en prendre enfin. Ça me décourage. Encore plus simple, tu peux aller sur Uber Eats, aller chercher du McDo qu'ils te livrent toi-même parce que tu sais marcher jusqu'au restaurant. Quel effort! Tu peux même avoir un retour, une ristourne sur les livraisons que tu fais toi-même à toi-même. Pas mal quand même. Voilà. C'est drôle parce que je parlais à quelqu'un à qui je parlais hier, donc il me disait, c'est drôle, moi, le seul moment où c'est le président de Premier Tech, qui est quand même une entreprise milliardaire de Rivière-du-Loup, donc c'est quelqu'un qui est assez important, qui est souvent dans l'avion. Il disait, jusqu'à récemment, quand je voulais un moment de pause et de tranquillité pour décrocher, je le faisais dans l'avion parce qu'il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas d'Internet, c'est la place dans le monde où tu étais pas mal certain de ne pas avoir à te faire déranger. Ben, c'est plus le cas parce que maintenant, l'Internet à bord des avions est pas mal généralisé.
Et là, ce qu'on apprend cette semaine, c'est que Bell avait déjà une entente avec Air Canada et ils ont élargi cette offre-là qui était jusqu'à maintenant limitée aux messages textes et aux messageries directes pour offrir l'Internet gratuit à bord des vols pour l'Amérique du Nord d'Air Canada. Donc, le Wi-Fi à bord va être gratuit pour les gens qui sont membres du programme Aéroplan. Donc, évidemment, il y a toujours une attrape et c'est celle-là. Ça coûte rien, cela dit, être membre d'Aéroplan, mais ça signifie que votre inbox va se faire bourrer de messages promotionnels d'Aéroplan et d'Air Canada à peu près 3 fois par jour pour pas de raison, parce qu'on prend pas l'avion si souvent que ça quand même, pour pas charrier. Mais cette connexion Wi-Fi sur l'avion, à bord des avions, va pouvoir vous permettre de naviguer le web, de regarder des vidéos par Wi-Fi. J'ai hâte de voir à quel point, si tout le monde se met à le faire, si la bande passante va fonctionner, parce que la connexion n'est pas parfaite. Ça peut être sur PC ou sur mobile. Ce que ça prend, bien évidemment, c'est un numéro Aéroplan que vous devez ajouter à votre réservation avant l'enregistrement. Et à bord, bien, vous pourrez seulement utiliser votre numéro de siège et votre nom de famille sur une fenêtre de navigateur à partir du Wi-Fi de l'avion pour vous connecter. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas à quel point ça va inciter les gens à acheter un billet sur Air Canada. Mais personnellement, qui voyage quand même assez souvent pour le travail, ça vient quand même de tuer mes temps libres parce qu'avec du Wi-Fi à bord d'un avion, t'es assis immobile, captif pendant je ne sais pas combien d'heures et t'as juste ça à faire, te connecter. Et quand on se connecte, on travaille. Donc, ouais. Ce qui est dommage aussi, c'est que tu avais toujours la possibilité de faire du travail déconnecté dans les avions. Exact. Et ça, c'est quand même pas pire de changer. Moi, c'est un moment que j'appréciais beaucoup de pouvoir lire, de pouvoir prendre des notes, ainsi de suite. Et je trouvais ça assez capoté. Et beaucoup de compagnies aériennes américaines aussi ont annoncé qu'il allait avoir du Wi-Fi gratuit à bord. Fait que ça se démocratise tranquillement. Là. On n'y échappera pas. Alain, il faut absolument que je te parle de la toute dernière nouvelle. Écoute, ma blonde vient de m'écrire quand on parlait d'être connecté avec du monde qui sont pas là. Elle vient de me dire que le nouveau pape vient d'être élu. Et je voulais en glisser un mot. Oui, tout à fait. Live, en direct, sur une tasse de thé. Ça, c'est une nouvelle. Les gens voient c'est vraiment notre sujet, en plus. Ouais. Mais le truc qui m'a fait beaucoup, beaucoup rire, c'est que on pouvait voir sur Internet, sur YouTube, beaucoup de flux qui faisaient que diffuser la cheminée. Ah oui. En attendant la fumée blanche. Et là, tu pouvais... Il n'y a pas eu de mouette cette année assise sur la cheminée qui bloquait. Non, mais il passait autour. Et je me disais, mais c'est tellement merveilleux parce qu'avant, c'était des flux de vidéos qui étaient à grands frais, qui étaient par satellite, qui étaient compliqués, que tu voyais pas 99% du temps parce que tu avais d'autres nouvelles qui passaient. On pouvait pas laisser TVA jouer une cheminée pendant des heures de temps, mais sur le web, on le peut. Et ça j'ai eu un moment d'émotion en disant, wow, on est rendu là, qu'on peut diffuser un flux qui montre uniquement la caméra, la cheminée qui va annoncer l'élection du pape, des scènes de rue, de vidéos de partout dans le monde. On vit une époque formidable, Alain. C'était le moment C'est formidable. Une cheminée. On va voir les détails du nouveau pape. Évidemment, ceux qui vont écouter, là. Attendez pas la fin du podcast pour savoir c'est quoi les nouvelles du pape. Vous allez le savoir autrement ailleurs. Ben oui, exact. Parlant de nouvelles rigolotes, il y a une pétition nationale qui a été lancée, Alain, pour faire entrer la vache qui rit dans tous les téléphones. Qu'on puisse utiliser la vache qui rit. Un emoji, la vache qui rit. Oui, parce que quand tu veux un petit bonhomme qui rit dans tes emojis, c'est un petit chat. Et la vache qui rit, évidemment, c'est une opération commerciale, c'est promotionnel. Écoute, veut qu'on vote pour que la vache qui rit devienne un emoji officiel. Je sais pas s'ils vont y arriver. Je trouve ça. J'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes. Coup de marketing, ça fait jaser. Ça fait jaser. La beauté de ça, c'est que si tu votes, on donne 50 sous à la Banque alimentaire du Canada pour donner des repas à des gens qui en ont besoin. Écoutez, la cause, c'est du marketing, on s'entend. C'est ce qui fait qu'on en parle. S'il n'y avait pas cet élément-là, on en parlerait probablement. On en parle. Vous pouvez aussi tout simplement donner aux banques alimentaires du Canada. Il paraît que les besoins sont criants. Ce que je trouve embêtant, c'est quand on vote ensuite, on nous dit « Hey, faites rayonner cette campagne en donnant 8$. » Là, j'ai fait J'ai pas vu ce bout-là. Ouais, c'est le bout suivant. J'ai été un peu déçu. Ça va. Moi, je me disais donner 8$ supplémentaires pour la bonne cause. Non, c'est pour faire la promotion de la campagne. Puis là, je trouve que tant qu'à ça, c'est peut-être mieux de donner 8$ aux banques alimentaires directement. C'est mon avis. Jetez un coup d'œil là-dessus. Le 50 sous, ça coûte rien de le faire.
Sinon, vous allez recevoir des promotions de la vache qui rit dans votre boîte de courriel. Mais c'est 50 sous pour une bonne cause. Et ça fait jaser. Voilà. On aime ça, les choses qui font jaser. Toi, tu nous parlais de Netflix. Ouais, on va revenir à Netflix qui a du nouveau cette semaine qui se rapproche. Je vais vous dire en une phrase parce que c'est des buzzwords assez chargés. Netflix se rapproche de ChatGPT et de TikTok. Et là, si vous avez des petits frissons dans le dos, vous êtes comme moi, vous dites « pourquoi? » Parce que c'est pas magique, ça. Netflix a revu sa page d'accueil sur son site web et son application mobile. On a remanié tout ça pour, entre autres, intégrer des outils de recherche propulsés par l'intelligence artificielle d'OpenAI. On veut que la recherche, la recommandation soit, entre guillemets, améliorée grâce à ça. Là, je ne sais pas à quel point ça peut améliorer. Parce que quand on cherche un truc, on cherche le truc, pas le truc à côté qui ressemble au truc. C'est ça. J'ai peur parce que les recommandations, c'était un des secrets de Netflix. Il n'y a pas un moment donné où ils payaient $1 million pour quelqu'un qui réussissait à améliorer leur algorithme de suggestion. Écoute, et il y avait certains films polarisants qui étaient l'espèce de... Ouais. Est-ce que tu vas aimer 2001, tu sais, de l'espace, ou tu trouverais ça plate à mort? Est-ce que tu vas aimer tel film en noir et blanc un peu obscur avec une histoire de où tu vas trouver ça plate à mort? Et c'était ces films-là qui étaient difficiles à proposer. Mais à la base, la recommandation sur Netflix, c'était si tu regardes un dessin animé japonais, voici 300 autres dessins animés japonais. C'était assez basique. J'aime les films de police. Ben oui, c'est ça. Donc, essayons de voir si sont là leur la chasse. Il y a aussi un changement dans la présentation des vidéos. Le fil de vidéo sur mobile va avoir une apparence verticale à la TikTok. Pascal, tu vas être heureux d'apprendre ça. J'ai hâte d'aller au cinéma sur un écran vertical aussi pour voir un film à l'envers. Ça va être... Écoute, je comprends le changement de paradigme. Je sais que les gens ont des téléphones puis qu'un téléphone, ça se tient à la verticale. Ils peuvent encore tourner leur téléphone. Écoute, ça, moi, c'est pour de la télé, pour du cinéma qui sont dans des formats toujours très horizontaux. Je la comprends pas. Mais bref, on dit aussi que les raccourcis vont être plus visibles pour trouver plus de contenu et de recommandations qui répondent aux humeurs et aux intérêts des spectateurs en temps réel. Je ne sais pas comment ils vont faire pour connaître mon humeur en temps réel sans me la demander. Ils savent t'es qui, Alain, avec l'intelligence artificielle, selon la vitesse à laquelle tu cliques. Ils vont voir que si t'es plus relax ou plus anxieux. À savoir, à suivre. Mais en tout cas, vous allez voir des changements sur Netflix si vous l'utilisez en version mobile, surtout, ou sur votre ordinateur. Donc, si ça va mieux, tant mieux. Si ça va moins bien, mais vous pourrez toujours vous plaindre que c'est la faute à l'intelligence artificielle. Une tasse d'intelligence artificielle, on change le nom du podcast, Alain. On pourrait faire que ça. Parlons d'auto autonome. J'ai quelques nouvelles sur les autos autonomes. Ça me fait toujours rêver, parce que tu sais que c'était il y a 10 ans qu'on devait avoir ça. Hein? C'était il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était il y a 5 ans, il y a 5 ans. C'est dans 5 ans aujourd'hui. C'est tout le temps dans 5 ans, dans 10 ans. Mais c'est déjà aujourd'hui. C'est quand même impressionnant. Il y a 270 robots de la compagnie de taxi Zoox, taxi autonome robot, qui ont été rappelés suite à une collision à Las Vegas. Ça, c'est très flyé, parce que je savais pas que la compagnie Zoox existait, première des choses. Il y avait déjà 270 taxis robots qui opéraient à Las Vegas. C'est pas rien. Et l'accident n'a pas causé de blessés. Ils ont fait une mise à jour sur tous les véhicules parce que avant la mise à jour, le véhicule faisait des freinages inattendus. Tu veux pas ça dans une voiture que ça... Des freinages inattendus, je trouve ça terrifiant. Ouais. La compagnie va faire une expansion à Las Vegas, va continuer d'améliorer sa flotte. Alors, la prochaine fois, si vous allez à Las Vegas, taxi autonome, je pense qu'on approche là de ça ici. Il y a Waymo qui a annoncé en février, je reviens sur une statistique qui date de février, mais c'est quand même, encore une fois, des chiffres que je ne réalisais pas. Ils ont annoncé en février qu'ils faisaient 200 000 trajets payants par semaine. Waymo. Oui, à San Francisco, Los Angeles, Austin et Phoenix. C'est complètement fou. Je ne pensais pas qu'il y avait tant de 200 000 trajets par semaine. Et on s'entend, là, il n'y a pas d'hécatombe, il n'y a pas de nouvelles d'accidents. Ce que je voyais comme statistique, c'est qu'avec tout ça, les taxis autonomes sont beaucoup plus sécuritaires, malgré la collision qu'il y a eu avec le taxi Zoox.
On a moins d'accidents avec les taxis autonomes. Les gens ne sont pas saouls, les gens ne sont pas fatigués. Les gens conduisent, les taxis autonomes conduisent, sont pas fâchés, ont pas de rage au volant, conduisent à des vitesses raisonnables. Ils font 1 million de milles par semaine sur la route. Waymo, ça en fait des données, ça en fait de l'apprentissage, c'est assez incroyable. Dire qu'on aurait pu installer des autobus, mais non, ça non plus, c'est pas une bonne idée. Ça prend vraiment des voitures autonomes sur là. Ça, c'est un autre niveau de il faut que ça parle aux vrais conducteurs. Il faut qu'il y ait un système de communication qui va permettre de prédire, de transmettre tes intentions à l'auto précédente, l'auto en avant de toi. Ça va être super important. Et je voulais compléter ça avec une nouvelle. Et là, je ne trouve plus mes notes, mais il y a un service de livraison. Je vais y aller de mémoire. Je suis comme ça, je suis fou, Alain. Une compagnie qui va à Toronto lancer un service de livraison autonome, de véhicules de livraison autonome. C'est des gros tricycles. C'est comme des tuk-tuk, des trucs à 3 roues qui vont rouler à 32 km/h maximum dans des zones de 40 km/h maximum. Donc, ils sont en dessous de la vitesse réduite, de la vitesse maximale dans des zones de 40 km/h. Et ils vont être suivis par 2 personnes en voiture qui vont pouvoir interrompre la conduite du véhicule et qu'il y a une 3e personne qui supervise à distance le pauvre véhicule autonome. Pendant ce temps-là, je le rappelle, Waymo fait 200 000 trajets payants par semaine avec des taxis autonomes et à Toronto, on teste un véhicule de livraison à 32 km/h avec 2 personnes. Il y a comme 2 vitesses sur les adoptions technologiques. Hein, c'est la compagnie qui fait ça, je pense, c'est Magna International, qui est la même entreprise qui modifie les véhicules Jaguar pour Waymo aux États-Unis. Donc, c'est une entreprise qui est quand même intégrée et qui touche à tout ça. Donc, à suivre. Toujours l'argument de l'hiver pour dire pourquoi on n'a pas ça chez nous, l'hiver. L'hiver, la distance, l'hiver, la faible densité de la population. On voit rien l'hiver sur les routes, donc les systèmes de repérage ont de la misère à conduire par eux-mêmes. Et ça glisse, et ça dérape, et ça tout ça. Et il y a des cônes aussi, ça n'a aucun bon sens. Bref, Pascal, c'est presque la fin. Oui. Mais je t'invite, et j'invite tout le monde à prendre quelques secondes de silence pour la fin officielle de Skype à go. 1, 2, 3, go. C'est pas ben bon du silence sur un podcast, Alain. Non, puis Skype, c'était pas fameux non plus. Fait que ça tombe bien. Les gens vont penser que le podcast s'est arrêté subitement. On a un problème technique. Non. Mais Skype, c'était-tu si mauvais que ça? Je suis surpris que tu dis c'était pas bon non plus. Skype, ça aurait pu être le FaceTime, le Messenger. Skype était extraordinairement innovateur. C'était souvent limité par le fait que c'était probablement trop tôt. C'était avant son temps. Parce que les appels vidéo fonctionnaient pas toujours très bien. Il y avait des fonctions. La promesse de Skype, c'est que ça allait remplacer notre téléphone par quelque chose de pas mal plus évolué. Et ça s'est jamais vraiment concrétisé, entre autres parce qu'au Canada, c'est un exemple, on pouvait pas associer Skype à un numéro de téléphone. Google l'avait fait à Google Voice aux États-Unis, des choses comme ça. Mais c'est toujours resté extrêmement marginal. Et l'application mobile de Skype a vraiment toujours eu de la misère à s'ajuster à la bande passante plus limitée en version mobile avant l'arrivée des réseaux 5G. Et Microsoft, clairement, avait pas le goût de pousser pour Skype, surtout qu'ils ont lancé il y a quelques années Teams, et là, ils ont vu le potentiel de Teams, et c'est vers ça qu'on pousse maintenant les gens qui vont sur Skype. Si Skype n'existe plus, allez sur Teams. Teams, c'est pas parfait non plus, donc je sais pas, mais bref... on peut dire adieu à Skype comme on a déjà dit adieu à ICQ, comme on a dit déjà adieu à des applications qui étaient peut-être un peu trop précurseurs, trop rapides pour une adoption grand public. Il faudrait faire une chronique annuelle, la rétrospective des technologies décédées cette année. Je sais qu'il y a certains magazines aussi qui le font, mais sur une tasse de tech, il faudrait se faire un petit recueil. Il va falloir une petite chanson, il va falloir trouver une formule. Ouais. C'est ça, Skype. Il y a aussi, c'est quoi qui est les téléphones LG, les serveurs des téléphones LG, la semaine dernière dont on parlait et ça, c'est toujours triste. Yes. Alors voilà, ça ferme notre segment d'actualité, nos espressos de tech. On va prendre une petite courte pause de rien du tout, l'espace d'1 seconde seulement, même pas. J'ai cherché mon gadget. Ah, je l'ai sur les oreilles. C'est drôle, ça. Écoute, je pourrais l'enfiler moi aussi. Je pourrais l'enfiler moi aussi. On va faire ça avec pendant la pause. La fin de notre segment. Restez avec nous à une tasse de tech.
De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. Tel que promis, nous allons vous parler de nos essais de la semaine. Tel que promis, il y a une seconde à peine, le temps de jouer le petit jingle entre les deux segments. Juste avant de parler de nos essais, Pascal, de rappeler que nous avons une entente, un partenariat, une offre imbattable pour les gens qui veulent assister à C2 Montréal, la conférence qui aura lieu dans à peu près une semaine, du 20 au 22 mai prochain. Exactement, ça s'en vient très, très rapidement. Du 20 au 22 mai. On vous rappelle que nous avons un spécial. Si vous cliquez sur le lien dans la description de la balado et que vous voulez acheter un billet à C2 Montréal, nous offrons 100 $ de rabais. Personnellement, je ne vois pas pourquoi vous vous priveriez d'assister à ça, surtout qu'à ce prix-là, c'est une aubaine. Si vous voulez savoir ce qui va se passer à cet événement-là, on en a parlé la semaine dernière avec la présidente de l'événement. On peut vous dire que ça dure 3 jours, ça vaut la peine. C'est 3 journées thématiques, chaque jour a sa propre thématique. Expérientiel, durabilité, technologie transformatrice, ça vient nous chercher. Il y a des gens de tous les horizons. Alors, je parlais de Georges Larac l'autre jour. Il y a il y a Thierry Raboul, qui est le fameux organisateur de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris l'année dernière, dont fait jaser. Il y a Félix et Paul, littéralement, là, de Félix et Paul Studio, qui vont être là. Juste pour ça, moi, j'irais. Je veux dire, c'est comme ces gens-là. Je serais curieux de leur demander si le projet Artemis, dans lequel ils sont impliqués, le projet d'envoyer des gens sur la Lune par la NASA, si ça va toujours avoir lieu, parce que la NASA a vu son budget être sévèrement coupé par le président Trump la semaine dernière. Et il y a beaucoup de créateurs, beaucoup de créatrices qui vont être sur place. Donc, allez voir ça. L'information se trouve évidemment sur le site de C2 Montréal, mais prenez notre lien si vous voulez assister et sauver des sous sur les billets. Ça vaut la peine, effectivement, plus qu'une fois. Pascal, on a le choix entre des écouteurs ou un thermomètre. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on peut parler de thermomètre pour partir ça? Moi, je porte la version plus foncée. Toi, tu portes la version plus claire. On porte les AirPods Max. Voilà. Les nouveaux écouteurs, en fait, c'est pas une grande nouveauté. Ça fait déjà quelques mois que ça a été annoncé. Les AirPods Max à connexion USB-C. La nouveauté, et c'est une nouveauté logicielle essentiellement, parce que c'est le micro-logiciel de l'appareil qui a été mis à jour il y a quelques semaines. Ça m'a pris un peu de temps à y revenir parce que, entre autres choses, je cherchais des écouteurs à utiliser, avec mon setup, mon installation pour faire la balado. Et pour ça, il fallait qu'il y ait la mise à jour pour qu'on puisse les brancher et utiliser le casque comme un casque filaire traditionnel. La raison pourquoi c'est compliqué, c'est pas juste parce que c'est un produit Apple, c'est parce que les AirPods Max ont un décodeur analogique numérique intégré, alors que d'habitude, le casque est neutre par rapport à ça. Les casques qui fonctionnent avec un câble, c'est que la transformation se fait à l'extérieur du casque. Dans le cas du AirPods, c'est pas comme ça. Donc, on peut pas juste brancher une source analogique et la brancher dans le casque et pouf, c'est réglé. Ça prenait une source qui était convertie, qui s'en va vers le décodeur dans le casque. Et là, ce qu'on a fait chez Apple, on a mis la mise à jour et on a lancé, tu l'as montré tantôt, le câble. En fait, deux câbles essentiellement. Il y en a un qui c'est USB-C. USB-C, c'est pas la fin du monde, mais le câble audio de base, là, USB-C à audio, la prise de 3,5 mm que vous connaissez tous, si vous avez déjà eu des écouteurs. Ce que ça permet, c'est que ça permet d'ajouter à tout le reste. Tout le reste, quand même déjà pas pire, mais aussi une connexion filaire pour de l'audio sans perte, le fameux audio lossless, qui est un format chez Apple qui s'appelle le format ALAC, qui n'est pas du FLAC, mais c'est essentiellement la même chose. C'est juste que Apple, encore une fois, c'est Apple. Donc, ALAC, c'est Apple Lossless Audio Codec. En version sans fil, ça nécessite une compression. En version avec fil, on reste dans le sans perte avec une cadence à 24 bits et 48 kHz qui est autrement supérieure au CD, à la qualité d'échantillonnage sur un CD, et qui pourtant, sur le CD, serait celle que l'oreille humaine perçoit le mieux. Et là, dépendamment à qui vous parlez, les gens, les experts en audio, on va dire « Ah, moi, j'entends la différence immédiatement ». En principe, l'oreille humaine n'est pas supposée le détecter. Mais il y a des endroits dans la musique, surtout dans les silences, des fois, vous allez voir qu'il y a, quand c'est compressé, quand c'est échantillonné très, très grossièrement, il y a des notes, il y a des fréquences, il y a des endroits où on sent un peu la perte. Ce que ça signifie, c'est que si vous voulez écouter de l'audio de la meilleure qualité possible de façon analogique ou numérique, il faut le câble, il faut les écouteurs Apple et il faut se brancher et ça passe par là. Quand on le branche, on perd l'annulation de bruit, on perd la fonction de microphone, donc d'appel aussi, parce que ça passe pas le fil, il n'y a pas de micro et le micro ne fonctionne pas non plus sur ce fil-là. Donc, il y a évidemment des éléments qui se perdent, mais dans l'ensemble, ça ajoute à ce qui était déjà, à mon avis, un des 2-3 meilleurs casques en leur genre, des casques qu'on appelle circumauriculaires.
c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent, hein, mais qui sont, en fait, qui viennent avec des oreillettes qui vont par-dessus les oreilles et qui déjà agissent en tant que tel comme un système d'annulation, des sonorisations, si vous voulez. Et en plus de ça, évidemment, il y a les algorithmes d'Apple qui sont dans ce créneau-là parmi les plus sophistiqués. Je ne connais pas de casque, quoi qu'on essaie beaucoup du côté de Sony et de Bose, là, mais d'offrir le même genre de... Le mot qui me vient à l'esprit, c'est souplesse, mais c'est peut-être pas tout à fait ça, mais il y a aussi, parce que le mode transparence fonctionne bien, les AirPods sont les seuls écouteurs que je porte avec lesquels je peux parler au téléphone sans fil, sans que les gens à l'autre bout me disent « Coudon, t'es-tu en train de faire de la chute libre et le vent et tout ça? » Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez unique à ces appareils, à ces écouteurs-là. Et évidemment, si vous avez des produits Apple, un iPhone, des choses comme ça, le jumelage est hyper intuitif. Oui. L'appareil est toujours allumé par défaut. Ça allume toujours dans le sort de son espèce d'étui qui ressemble à une petite sacoche. Là. Ça a toujours fait rire les gens. Puis effectivement, c'est un élément de design assez rigolo. Ouais. Mais on la dépose dans l'étui, ça éteint le casque et on le sort de l'étui, ça l'allume automatiquement et il se jumelle nécessairement à l'appareil qui est soit le dernier que vous avez utilisé ou le plus près de vous qui est déjà jumelé. Ce qui est la plupart des appareils maintenant font ça. Chez Apple, on le faisait déjà depuis longtemps et ça enlève un petit élément de pas de complexité, mais peut-être un petit élément, un petit irritant des fois à utiliser des produits sans fil. Évidemment, si vous avez plusieurs produits Apple et vous avez un seul casque, il peut se connecter à 2 appareils en même temps. Donc, on peut recevoir des messages sur un téléphone et des trucs sur un Mac, par exemple. Et ça va passer d'un à l'autre, ça va alterner. Des fois, c'est un peu gossant quand on écoute de la musique à une place, puis on reçoit des alertes à l'autre, puis ça coupe la musique. Ça fait juste pour faire bing, puis c'est pas nécessaire, mais bon, c'est un autre genre de limite, disons. Mais dans l'ensemble, c'est un bon casque. Puis ce que j'apprécie, c'est que je l'utilise présentement pour enregistrer le balado. Et je pensais l'utiliser strictement en le branchant pour avoir la connexion filaire, pour l'utiliser strictement comme casque audio. Et ce que je réalise, ce que je fais maintenant, parce qu'il y a très peu de latence, en fait, sur ce casque-là. Donc, je peux l'utiliser en sans fil sur mon appareil, sur mon ordinateur qui enregistre la balado en ce moment. Et juste avoir l'audio poussé vers mes écouteurs et utiliser mon micro de balado. Donc, je peux découpler, en fait, les deux, ce qu'on peut faire avec tous les autres appareils. Là, c'est pas quelque chose d'unique. Mais je pensais l'utiliser strictement en filaire. Et là, je me rends compte que non, c'est encore plus le fun. Parce que là, tout d'un coup, je suis pas attaché à mon micro, je suis pas attaché à mes écouteurs, j'ai moins de fil et je fais quand même une balado qui, quand je paramètre mon logiciel comme du monde, parce que des fois je l'oublie, mais quand c'est bien paramétré, ça donne une qualité sonore, un enregistrement de qualité qui est comparable à la même chose si j'avais le gros setup avec plein de fils et tout. Donc, je suis assez satisfait de ce côté-là. Et ça, c'est la partie plus sérieuse et professionnelle. Si vous utilisez un casque comme celui-là pour faire des appels vidéo, pour télétravailler, des choses comme ça, il y a un micro. Je vous l'ai dit tantôt, ça fonctionne plutôt bien. Mais il faut faire attention parce que des fois, ça sonne cacane. Et c'est pas nécessairement la faute du casque, mais c'est parce qu'on pense que ça règle tous les problèmes auto. L'insonorisation, l'annulation du bruit, tout ça, ça fonctionne bien quand on écoute des choses dans les oreilles. Ça coupe le bruit ambiant, mais ça fait pas la même job au niveau du micro. Donc, si vous êtes dans un environnement bruyant, les micros vont compenser, mais ne peuvent pas faire de miracle. Et c'est là où si vous dites, j'ai des appels vidéo de temps en temps, ça marche, mais si vous faites des choses comme nous, on fait, ça vous prend évidemment un micro qui est meilleur que ce que les casques comme celui-là proposent. Et ça devient embêtant parce que les AirPods Max, on s'entend, coûtent 779 $ canadiens. Ouch! Et là, tu dis, ouf! Ça, c'est un autre genre de budget. Donc, ça reste un appareil qui est quand même haut de gamme, on s'entend. Oui. C'est un appareil qui est distinct. Les nouvelles couleurs, là, des nouveaux casques sont quand même assez le fun, mais ce sont des couleurs qui sont celles qu'Apple a choisies. Donc, il n'y a pas de blanc et de noir. Le tien est noir et pas si mal. Moi, celui que j'ai là s'appelle Starlight. C'est le plus proche du blanc que je pouvais trouver. Oui. C'est comme un peu beige. C'est dans l'air du temps. Mais les couleurs précédentes du AirPods Max avec port Lightning, ont disparu essentiellement. Ça a été remplacé par celui-là. Il y a un autre élément que je vais vous dire qui, moi, j'aurais préféré qu'Apple fasse différemment, mais Apple, encore une fois, c'est Apple, ils ont cette espèce de psychorigidité sur des choses. Il n'y a pas d'égalisateur. On ne peut pas ajuster ce qu'on appelle l'équilibre tonal en français. On ne dit pas ça souvent, ça non plus. Et ça, j'aurais aimé ça pouvoir, parce que hyper neutre, le son, qu'on écoute de la musique sans aucune amplification, sans aucun changement à l'égalisateur, n'est-ce pas? Le son est hyper neutre. Il n'y a pas de basse très forte, il n'y a pas de haute très forte, c'est extrêmement neutre. Et ça serait le fun des fois. Moi, pour une raison, j'aime beaucoup mettre un peu plus de basse, juste pour avoir cette espèce de présence qui est plus quasiment physique là, quand les basses sont assez fortes. Et on peut pas vraiment faire ça, on peut pas vraiment tricher. Bon, évidemment, les gens vont dire dans Apple Music, on peut aller chercher un égaliseur, on peut mettre le mode, il y a des différents styles de musique qui ajustent un peu, mais c'est dans Apple Music, c'est pas ailleurs.
Je suis toujours du genre à dire, dans ces situations-là, laissez donc l'utilisateur choisir. Apple a tendance à prendre la position inverse, et clairement, là-dessus, on ne sera pas souvent d'accord. Mais bon, bref, ça peut être une limite, c'est ce que je veux dire. Sinon, pour tout le reste, écoutez, c'est un bel appareil. J'ai, on dit 20 heures d'autonomie par charge. J'ai tendance à penser que c'est un peu optimiste pour l'avoir utilisé dans l'avion, entre autres choses, dans une situation où je ne comprends pas comment je devais avoir à le recharger en plein milieu d'un vol qui n'était pas de 10 heures. Donc ça, c'est un peu un élément embêtant. Mais sinon, bon casque. Écoutez, pour le montant, évidemment, les casques Bluetooth dans le genre chez Sony, tout ça, sont quand même un peu moins chers. On peut avoir un bon casque pour moins de 500 $. Oui. Mais je trouve que, même s'il coûte cher, il y a des arguments en sa faveur qui font que si quelqu'un l'achète, on en voit beaucoup de gens qui portent ces casques-là dans la rue. Oui, donc, je me dis, mais ça se justifie surtout, évidemment, si on est déjà dans l'écosystème Apple. Si vous n'avez pas de produit Apple, c'est évidemment un peu superflu, mais sinon, pour la facilité d'utilisation, la qualité sonore, c'est un bon casque, il n'y a pas de doute. Ça sera tout pour moi. C'est tout pour ça. Moi, je voulais juste ajouter que j'ai été agréablement surpris par l'annulation sonore, simplement en les enfilant. La coque autour de l'oreille isole le son très bien, sans avoir besoin de l'allumer ou de l'activer. Fait que des fois, c'est drôle parce que souvent, quand je mets mes écouteurs, pour moi, c'est un réflexe, c'est un déclencheur pour me concentrer. Et des fois, je mets mes écouteurs, je commence à travailler, puis je me rends compte que je n'ai même pas démarré la musique. Mais juste le fait d'avoir les écouteurs sur les oreilles avec une petite isolation, je trouve ça, puis ils sont très confortables aussi à porter. Ça, j'aime. Oui, exactement. Ça, c'est très vrai. L'arceau, là, un espèce de petit filet élastique, là. C'est moins irritant sur la tête que les petits coussins qui sont souvent de qualité moins bonne, les coussins typiques. Là. Bon point. On va parler d'un produit hot, du moins changement de registre. La température, c'est le thermomètre connecté combustion 2e génération. Vraiment, il y a des produits qui me rendent heureux cette séance-ci. Des fois, il y a des produits que j'ai moins d'enthousiasme et tout. Je suis moins convaincu de leur utilité. Mais si vous faites de la cuisine avec les barbecues cet été, faire de la cuisson lente, des choses comme ça, le thermomètre combustion prédictif est assez chouette. C'est un thermomètre connecté. On a déjà parlé de celui... il y a une autre entreprise qui le fait, on l'a présenté. Oui. Le nom m'échappe aussi, mais oui. Il a 8 thermomètres à l'intérieur, a 8 capteurs de température, ce qui permet de le planter de façon plus approximative dans ta viande, dans ta protéine, dans ton bouillon. Et la température évidemment, dans un bouillon, la température est assez homogène, mais dans une pièce de viande, par exemple, un bloc de tofu pour les végétariens qui nous écoutent, on doit planter un thermomètre pour que ce soit précis, pour que la pointe soit au centre. Dans ce cas-ci, on va trouver le centre véritable. Il va calculer, comme il y a 8 capteurs dans le thermomètre, il va trouver l'endroit qui change de température le moins vite. Il va déterminer ce qu'il appelle le true center. Le true center, le vrai centre de ton morceau. Le centre véritable, OK. Le centre véritable. Donc, même s'il n'est pas parfaitement planté dans ta pièce, ton morceau, ça va trouver le centre véritable. Ça va te donner la température du cœur, de la surface de tes aliments et du four. La température ambiante. Et donc, tu vas savoir que ton four est à 400 degrés. Tu vas savoir que ton four est à 250. Et c'est pas tous les fours qui sont à la même température. Le réglage indique 300. Ceux qui sont un peu crackpot vont se rendre compte que pour avoir 400... C'est pas toujours précis. Il faut que tu ajustes, tu mettes à 350 ou que ce soit à 300, des choses comme ça. Et moi, j'ai eu des surprises comme ça, la température de surface, puis le truc qui est le fun, c'est comme il y a 8 capteurs, ils peuvent te prédire avec une assez bonne précision quand est-ce que le thermomètre, le point central, va atteindre la température visée. Fait que ça, si tu veux que ta viande soit à 55, soit à 50 degrés Celsius, puis les gens vont dire 50 degrés Celsius, c'est pas beaucoup, c'est effrayant. Non, c'est pour de la viande qui est pas trop cuite, c'est 55. C'est une bonne température à viser pour essayer quelque chose qui est vraiment une révélation. Ça va te dire que c'est dans 13 minutes. Ça va dire que c'est dans 12 minutes. Ça va dire que c'est dans 4 minutes parce qu'il tient compte de la température extérieure, de la température en surface et de la température au centre. L'autonomie est assez impressionnante. Ça peut tenir jusqu'à, je cherche mes notes ici, jusqu'à 92 heures d'autonomie. Wow. On va la brûler, la viande, ça serait... Non, c'est ça. Et c'est fou parce que c'est conçu pour la cuisson sous vide. Et ça, c'est un autre truc qui est le fun. Tu fais des longues cuissons, des côtes de 3 jours, 2 jours, ainsi de suite. T'as 3 fois 24 heures. T'es encore en dessous de 90 heures. Je vais pas faire de calcul mental. 3 fois 24,
Tu ne fais pas 90? Ouais. En bas de 90, c'est ce que je voulais faire ici. Et donc, tu peux le laisser dans ton sac parce qu'il est scellé avec des standards de militaires, là, de IP69K. J'ai pas vérifié, mais même à température, il résiste jusqu'à 900 degrés Fahrenheit. Mm-hmm. Donc, 900 degrés, c'est 480 Celsius. C'est beaucoup, beaucoup. La plupart des fours se rendent même pas là. Donc, tu peux faire de la friture avec. Si tu fais une friture, tu peux mesurer ton huile, tu peux mesurer, et même si le thermomètre tombe dedans, il devrait s'en sortir sans problème. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est comme ça tient compte de la température, il peut te donner, il y a un mode, si tu veux y aller un peu plus à la mitaine, il va te dire le mode, le moment à partir duquel la pièce de viande, de poisson ou de protéines que tu cuis est à la température qui tue 99,99999% des bactéries. Wow! Fait que la température sécuritaire, si tu plantes dedans, il va te dire, OK, à partir de maintenant, t'es assez safe, tu devrais pas avoir de bactéries nocives là-dessus. C'est super bien fait. C'est super bien fun, parce que tu peux acheter, si tu veux, juste le thermomètre, il est connecté par Wi-Fi. Fait que tu peux avoir une portée quasi illimitée. Tu peux avoir la température sur ta terrasse, vérifier ta cuisson. Tu as plein d'algorithmes. Tu peux exporter le tableau Excel avec tes températures par seconde, je pense que c'est aux 5 secondes qu'on prend les captures, mais toutes tes captures peuvent être exportées sur des feuilles de calcul. C'est assez impressionnant. Toi, si tu veux aller plus loin, un petit affichage qui est magnétique. Tu peux le coller à ton frigo. Il y a un petit support que tu peux poser sur ta table de cuisine, sur ton barbecue, comme tu le veux. Et ça permet de relayer le signal du thermomètre où tu veux. Et ça te permet, sans avoir besoin d'ouvrir ton téléphone, de voir la température de surface, la température du four et la température au cœur de ton aliment et le temps de cuisson estimé avant que ce soit là-dessus. Puis ça fluctue constamment, fait que si tu changes la température de ton four, tout s'ajuste. C'est vraiment bien fait. Et le petit affichage peut servir aussi de thermomètre de cuisine, de minuterie. Donc, si jamais tu en as besoin. J'aime ça beaucoup. Ben, ça fait beaucoup de choses, ben oui. C'est beau, c'est un beau design. C'est un tripeux qui a fait ça, c'est le chef. Le gars s'appelle Chris Young. C'est celui qui a fait le livre, j'aurais dû l'avoir avec moi, c'est un livre qui s'appelle « De moderniste cuisine ». Je sais pas si ça t'a... J'avais vu ça à un moment donné, c'est le Chief Technology Officer de Microsoft et ce gars-là qui se sont mis ensemble pour faire un livre qui repense la cuisine avec les moyens modernes de cuisson, de température. Puis, je me souviens que l'affaire qui m'avait bien impressionné, c'est qu'il disait justement que la température de nos fours fluctue énormément d'un endroit dans le four à l'autre, plus haut, plus bas. Les températures, tu as deux fours pareils, tu vas le mettre les deux, ils sont pas à la même température. Puis il parlait de l'importance puis son obsession, c'est un peu ça, de contrôler les températures. Il parlait beaucoup de cuisine sous vide. C'est comme le livre qui a établi les bases de cuire sous vide à 60 degrés pendant 12 heures de temps. Puis là, tout le monde était scandalisé, tu vas mourir. Non, tu pasteurises à partir d'une certaine température, et ainsi de suite. C'est aussi le gars qui a fait Chef Step, le site Chef Step, qui est connecté avec des recettes et tout. Puis il a aussi, travaillé sur un autre truc comme ça. Fait que c'est un tripeux qui s'est offert le thermomètre de ses rêves. L'inconvénient, c'est qu'il est un petit peu cher. J'allais te demander, $20. Ouh, 300 000, mais c'est pas si cher que ça pour un bel outil qui a une garantie de 2 ans. C'est quand on dit des fois tu payes un peu plus cher, mais tu as 2 ans de garantie dessus. Je pense qu'ils ont confiance en leur produit. Il est vraiment bien pensé, vraiment bien fait. Évidemment, si vous utilisez beaucoup, là, la fête des pères s'en vient. Si vous avez quelqu'un qui aime, tu mets ça dans tes cuissons au barbecue, des gros morceaux de viande, tu plantes, tu t'assures que c'est bien rosé à l'intérieur, que c'est pas trop cuit, puis tu peux t'installer relax au lieu de vérifier tout le temps, puis avec un thermomètre qui est pas aussi précis et aussi le fun à utiliser. Tu peux payer moins cher si tu achètes juste le thermomètre. Je crois que le kit inclut l'affichage pour $320. Fait que regardez les soldes, c'est un super beau cadeau. Voilà. Si vous voulez apprendre à faire la fameuse cuisson Pittsburgh style, si vous faites des steaks et surtout des filets mignons, qui est un style de cuisson très difficile parce que ça consiste à griller vraiment, saisir très, très vivement la surface, qu'elle soit carbonisée, et d'avoir l'intérieur médium saignant, un peu plus saignant que médium. Ça demande faut connaître idéalement son grill.
pour que justement la température soit ajustée de la bonne façon avec les bons temps. Donc, probablement qu'un thermomètre comme ça aiderait à y arriver. J'ai appris ça d'un steakhouse new-yorkais plus tôt cet hiver avec le chef qui est venu me jaser ça à la table. C'était vraiment une conversation complètement éclatée. Mais ce que je réalise, c'est qu'avec un outil comme ça serait probablement plus facile d'atteindre cette cuisson très capricieuse de certains steaks. Voilà. Ou carré de tofu si ça fait votre affaire. Écoute, excellent. Donc, le thermomètre connecté combustion. Combustion. Et voilà. Le combustion.inc. C'est un drôle de site web, ça. Allez voir ça si ça vous intéresse. Merci Pascal. Merci à toi. Boucle notre balado. Nos partenaires. Laisse faire le générique. Ben oui, vas-y. Ben oui, TELUS, Plan Hub, C2, Planète Hoster, mssolution.ca. Merci. mssolution.ca, jetez un coup d'œil avec un S à solution. Cogeco Média qui fait la mise en ondes et la diffusion du podcast partout dans l'univers, partout où il y a de l'Internet, c'est grâce à eux. PascalForget.com, vous pouvez me lire, je vais publier mon billet sur le thermomètre prédictif combustion dans quelques secondes. Alain McKenna, je te salue et passe une très belle journée. À la semaine prochaine. Merci Pascal. À toi aussi et à tous nos auditeurs. Et revenez-nous la semaine prochaine. Abonnez-vous sur Spotify, surtout à notre balado. Ça a l'air que c'est important. Sinon, revenez-vous la semaine prochaine pour une autre balado d'une tasse de tech. Salut tout le monde. Salut, ici Maxime du balado Planète Basket. 2 fois par mois, je vous propose un survol de l'actualité mondiale entourant le ballon orange avec les artisans du milieu et mes pertinents collaborateurs. Planète Basket, disponible sur l'application et dans les sections balado des sites web de vos stations Cogeco Média.